Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le bilan 2025 d'une organisation assez unique en son genre, The Geneva Learning Foundation. Et attention, hein, on ne va pas simplement vous lire un rapport annuel. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un modèle qui essaie de changer un peu les règles du jeu en santé mondiale. Leur mission, sur le papier, c'est de connecter des dizaines de milliers de soignants partout dans le monde pour s'attaquer à des mastodontes comme les pandémies, le changement climatique. La question qui nous intéresse, elle est assez simple au fond. Comment est-ce qu'une toute petite équipe entièrement numérique arrive à orchestrer un réseau de plus de 70 000 personnes dans 137 pays? Et surtout, est-ce que ça change vraiment quelque chose sur le terrain? Oui, et pour bien comprendre de quoi on parle, je pense qu'il faut vraiment planter le décor. Le monde de la santé mondiale, il a souvent été critiqué, et à juste titre d'ailleurs, pour son approche très, comment dire, très verticale. Très top-down. C'est-à-dire que les stratégies sont pensées à Genève ou à Washington, Exactement. et on attend des gens sur le terrain qu'ils appliquent. Le problème, évidemment, c'est que la réalité d'un dispensaire au fin fond du Tchad, ce n'est pas celle d'un bureau climatisé en Suisse. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est là que la Fondation vient un peu tout bousculer. Elle propose de passer d'un modèle où on transmet le savoir, du haut vers le bas, à un modèle où on le construit ensemble. L'expérience du praticien, son vécu, ça n'est plus juste une anecdote qu'on écoute poliment, ça devient une donnée cruciale. D'accord. Alors, creusons ça. Pour arriver à ce bilan 2025, il faut revenir un peu en arrière, je crois, aux origines intellectuelles du projet. Ça remonte à plus de 10 ans déjà à l'époque. Dans les textes fondateurs, il y avait cette critique de la formation classique, en face à face. Oui, une critique assez radicale. C'est cher, ça ne passe pas à l'échelle. C'est impossible à déployer à grande échelle, oui. Et surtout, ça renforce cette idée un peu vieillotte que le savoir est détenu par l'expert qui fait sa présentation PowerPoint. Hmm. L'alternative qu'ils ont commencé à théoriser, c'est ce qu'ils appellent le nouvel apprentissage. L'idée, c'est de s'appuyer sur la technologie pour créer quelque chose de collaboratif, de participatif. Ils ont une formule assez parlante pour ça. Créer une économie d'effort. Une économie d'effort. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça sonne un peu comme du jargon de consultant, ça. C'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air, en fait. Pensez-y. Au lieu d'envoyer un formateur très très cher passer une semaine dans 100 pays différents, Un effort logistique et financier colossal. colossal, vous créez une seule plateforme en ligne. Et sur cette plateforme, 10 000 personnes peuvent non seulement se former, mais surtout, elles peuvent s'entraider, se corriger, se donner des conseils. Ah, je vois. Le feedback, qui coûtait des milliers de dollars en supervision, il est désormais fourni gratuitement et en continu par les autres membres du réseau. L'effort est mutualisé. C'est ça. L'investissement, on le fait une fois dans la plateforme et ensuite c'est le réseau qui vit et qui produit de la valeur par lui-même. Ah oui, je vois. C'est un changement de logique complet. On ne voit plus le savoir comme un produit, quelque chose de stocké dans un livre dans la tête d'un expert, le fameux savoir quoi, Mhm. mais comme une connexion, un réseau qu'on sait activer, le savoir où. Mais du coup, si on puisse le raisonnement, ça veut dire que l'expérience d'une infirmière au Nigeria, qui a trouvé une astuce pour convaincre les mères de son village de vacciner leurs enfants, a potentiellement autant de valeur qu'une directive de l'OMS. C'est le cœur de la philosophie. Absolument. Historiquement, cette expérience locale, elle a été complètement dévalorisée. On voyait les praticiens de terrain comme des capteurs passifs, bons à collecter des bonnets pour les analystes de la capitale, mais pas... enfin, Pas comme des professionnels capables de penser par eux-mêmes. voilà. Capables d'innover et d'apprendre. Attendez, si on dit que l'expérience d'un praticien au fin fond du Kenya est systématiquement ignorée au profit d'un rapport venu de Genève, même si le praticien a des données concrètes, on ne parle plus juste d'une erreur de méthode. C'est plus profond que ça, non? On est presque dans le préjugé. Ça a un nom, ce genre de biais? Vous mettez le doigt sur un concept essentiel. C'est l'injustice épistélique. C'est exactement ça. C'est le fait de discréditer un savoir non pas parce qu'il est faux, mais à cause de la personne qu'il porte. C'est un biais qui dit, en substance, vous n'avez pas le bon diplôme, vous n'êtes pas du bon pays, donc ce que vous dites est moins crédible. Et c'est ce biais que la Fondation cherche à démanteler. À la racine, oui. Mais alors, le risque n'est-il pas de tomber dans l'extrême inverse? De dire que, bon, toute expérience locale est bonne et que l'expertise mondiale, les normes scientifiques de l'OMS par exemple, ne servent plus à rien. C'est une question cruciale, et le modèle est plus subtil que ça. Il ne s'agit pas du tout d'opposer les deux. Mais de les faire dialoguer.
de les faire travailler ensemble. L'expertise mondiale donne le cadre, les standards, les preuves scientifiques. C'est indispensable. Mais l'expérience locale, elle, est la seule qui puisse dire comment appliquer ce cadre dans un contexte donné. Elle est indispensable pour contextualiser, adapter et rendre l'expertise mondiale réellement efficace. Sans cette traduction, les meilleures directives du monde restent lettres mortes. Ok, la philosophie est claire, valoriser le savoir local, mais en le connectant à la science globale. Mais entre l'idée et la réalité, il y a souvent un monde. Concrètement, comment est-ce qu'ils ont bâti une machine capable de faire ça à l'échelle de 70 000 personnes? Alors, la fondation a été créée en 2016 et dès le départ, elle a été pensée comme purement numérique. Ils ont développé plusieurs outils clés. Le premier, c'est l'approche scolaire. C'est un parcours structuré qui emmène un professionnel de santé de l'acquisition de compétences de base jusqu'à la conception et la mise en œuvre d'un vrai projet de changement dans son propre hôpital ou son district. Ensuite, il y a ce que vous appelez l'Ideas Engine, le moteur à idées. Si je comprends bien, c'est une sorte de Reddit ou de Stack Overflow pour les professionnels de la santé. Un endroit où une sage-femme en Indonésie peut poster une astuce pour gérer les stocks de vaccins et un collègue au Pérou peut la voir, la commenter et l'adapter. C'est une excellente analogie. C'est précisément cette idée. Créer un immense brainstorming mondial et permanent. Un lieu où les bonnes idées du terrain ne se perdent plus dans les sables du quotidien, mais sont capturées, partagées. Et enrichi par les pairs. Voilà, ça crée une intelligence collective en temps réel. D'accord, des parcours de formation, un forum d'idées, mais on sait comment ça se passe, hein. On suit une formation, on est plein de bonnes intentions, et puis on rentre chez soi et le quotidien nous rattrape. Comment s'assurer que ça se transforme en action concrète? Et c'est là qu'intervient le troisième outil, l'impact accélérateur. L'accélérateur d'impact. C'est une phase où les praticiens qui ont développé un projet sont soutenus, coachés par leurs pairs pour vraiment le mettre en œuvre et mesurer les résultats. On n'est plus seul face à son plan d'action. On fait partie d'une équipe virtuelle qui nous pousse à avancer. Tout ça sonne bien en théorie. Mais est-ce que ça a résisté à l'épreuve du feu? Un vrai test? Une crise mondiale comme une pandémie, par exemple? C'est exactement ce qui s'est passé en 2020 avec la Covid-19. L'un des effets immédiats de la pandémie, on s'en souvient, ça a été l'effondrement des campagnes de vaccination de routine pour les enfants. Oui, les systèmes de santé étaient complètement submergés. En quelques semaines, la Fondation a lancé le Covid-19 Peer Hub. Et là, plus de 6000 professionnels ont rejoint la plateforme. Ils ont partagé 1224 pratiques et innovations concrètes pour maintenir les services essentiels. 1224. C'est énorme. Et ils ont développé collectivement plus de 700 plans d'action. 700 plans. Mais un plan sur le papier, c'est une chose. Est-ce qu'on a une idée de combien de ces plans ont réellement été mis en œuvre et ont eu un impact mesurable? Ou est-ce que ça reste une belle histoire de collaboration sans suite concrète? C'est une question tout à fait légitime. Et la force du modèle est justement de pouvoir suivre cet impact. Dans les pays où ces plans ont été déployés, on a vu des districts entiers non seulement maintenir, mais parfois même améliorer leur taux de couverture vaccinale en pleine pandémie. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'une idée partagée par un collègue au Ghana, comme organiser des séances de vaccination en driving sur le marché local, était immédiatement testée et adaptée par un autre au Pakistan. La vitesse d'apprentissage et d'adaptation du réseau a été stupéfiante. Et ce n'est pas qu'une réponse ponctuelle à une crise. J'ai vu qu'ils appliquaient la même logique à des problèmes de long terme comme les enfants zéro dose. Oui, le mouvement pour l'agenda de vaccination 2030, c'est l'autre grand exemple. Là, on parle d'une communauté de plus de 16 000 membres qui, sur plusieurs années, ont lancé des milliers de micro-projets locaux pour atteindre ces enfants qui n'ont reçu absolument aucun vaccin. C'est fou de se dire ça d'ailleurs. On parle de technologie de pointe, d'IA, et en même temps, le défi fondamental reste le même qu'à 50 ans. Oui, comment atteindre cet enfant dans ce village isolé pour lui administrer un vaccin de base? Ça remet les choses en perspective. Absolument. Alors, la machine est rodée, elle a prouvé sa résilience. Sur quoi l'ont-ils pointé en 2025? 2025 a été l'année de l'expansion sur deux nouveaux fronts majeurs, le changement climatique et l'équité. Sur le climat, ce qui est fascinant, c'est encore une fois la manière de produire le savoir. Ils ont publié un rapport intitulé On the Front Line of Climate Change and Health, en première ligne du changement climatique et de la santé. Voilà. Mais ce rapport, il n'a pas été écrit par des experts à Genève. Il est entièrement basé sur les témoignages, les observations directes de 1200 agents de santé sur le terrain. Ah, donc les fameuses anecdotes sont devenues des rapports de témoins oculaires.
Exactement. C'est devenu une source de données crédible pour comprendre l'impact réel du climat sur la santé. Et ça a débouché sur du concret. Oui, en août 2025, ils ont lancé un nouveau programme de certificat sur le climat et la santé. Et là, la boucle est bouclée. Ce programme a été conçu par et pour les professionnels de santé des pays les plus vulnérables. En se basant sur les besoins qu'ils avaient eux-mêmes identifiés, j'imagine. Précisément, on n'est plus dans une logique où on leur explique les problèmes, on les reconnaît comme des experts de leur propre réalité, capables d'innover. Et l'autre grand axe, c'était l'équité. J'ai vu passer cet événement Equity Matters en avril 2025. Oui, près de 5000 participants pour discuter des biais dans les systèmes de santé. Mais l'initiative la plus parlante, je trouve, a été le lancement en fin d'année d'un nouveau programme sur le genre dans les situations d'urgence. Et là, le processus pour recruter les experts qui animent ce programme est en soi une petite révolution. C'est-à-dire? Ils ont adopté une approche qu'on pourrait qualifier de décoloniale. Pour être recruté comme expert, l'expérience de militantisme local, le travail au sein d'une ONG de terrain, Était valorisé au même niveau qu'un doctorat d'une grande université américaine. au même niveau qu'un doctorat ou qu'une carrière au siège d'une agence onusienne, oui. Attendez, ça veut dire que l'expérience d'une activiste qui a monté un refuge pour femmes dans sa communauté compte autant qu'un CV bardé de diplômes prestigieux. Exactement. C'est une critique en acte de ce que certains appellent la praxis hiérarchique du savoir dans le monde de l'aide humanitaire. Cette idée que seule une certaine forme de connaissance, souvent occidentale et académique, est jugée légitime. Là, c'est une façon de dire la connaissance la plus pertinente n'est pas forcément celle qui est la mieux formatée. On touche à quelque chose qui dépasse la simplificacité, là. C'est une tentative de restructurer les relations de pouvoir dans la façon même dont on produit la connaissance. C'est une ambition considérable. Mais je vois qu'ils se sont aussi attaqués à un autre sujet brûlant en 2025, l'intelligence artificielle. Quand j'entends IA et santé, j'avoue que je pense tout de suite aux algorithmes qui remplacent les médecins, au risque de déshumanisation. Et c'est une crainte légitime. C'est pour ça que leur approche est intéressante. Ils ont formalisé un cadre où l'IA n'est pas vue comme un outil de remplacement, Mais comme un partenaire, comme un coéquipier, un partenaire de dialogue pour le praticien. un coéquipier, c'est une jolie formule, mais ça ressemble à quoi en pratique? Imaginez, vous êtes médecin-chef d'un district. L'IA, dans leur vision, ce n'est pas Skynet qui vous donne des ordres, c'est plutôt comme avoir un analyste de données hyper brillant assis à côté de vous qui vous dit «Dis-moi, tu as remarqué que dans ton district, à chaque fois qu'il pleut plus de 3 jours, les cas de choléra augmentent dans ce quartier précis. Ah oui. Et j'ai vu dans la base de données de l'Ideas Engine qu'un collègue en Thaïlande a eu le même problème et l'a résolu en organisant des distributions de pastilles de chlore à cet endroit. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire?» D'accord. L'IA suggère des schémas, des connexions. Mais c'est l'humain, avec sa connaissance du terrain, qui analyse, décide et agit. C'est fascinant, cette vision d'une technologie au service de l'humain. Mais tout ça, les plateformes, les programmes, l'IA, ça doit coûter cher. Comment ce modèle s'inscrit-il dans le contexte de 2025, où on a beaucoup parlé d'une crise de financement de la santé mondiale? C'est là que le modèle devient particulièrement pertinent. Face à des budgets qui se resserrent, cette approche, qui consiste à apprendre à faire plus avec moins, apparaît comme une solution. À la fois à fort impact et très efficiente. Oui, l'investissement principal n'est pas dans le déploiement de centaines de consultants internationaux très coûteux, mais dans l'infrastructure numérique qui permet à l'intelligence collective du réseau de s'exprimer. C'est un pari sur les réseaux humains augmentés par la technologie. Donc, si je résume ce tour d'horizon de 2025, on a un modèle qui est arrivé à maturité. Il part du principe que le savoir local est une ressource stratégique. Il utilise le numérique non pas pour effacer l'humain, mais pour le connecter plus intelligemment. Et il a un but final très concret, hein, transformer l'apprentissage en action mesurable. Tout à fait. Et si on pousse la réflexion jusqu'au bout, cela soulève une question presque vertigineuse. Si un réseau de praticiens, organisé de cette manière, peut générer, valider et adapter des solutions plus rapidement et à moindre coût que les mécanismes traditionnels d'assistance technique, est-ce que ça ne nous oblige pas à repenser radicalement le rôle et peut-être même une partie de la légitimité des grandes institutions de la santé mondiale? La question n'est peut-être plus de savoir comment aider le terrain. Mais comment apprendre de lui et se mettre à son service? La véritable innovation, le changement de paradigme le plus profond, il est peut-être là, dans ce simple renversement de perspective. Une question que nous laissons ouverte. Merci de nous avoir suivis.